Mesdames, messieurs, bien le bonjour, je suis Matt et bienvenue sur la chaîne Symbole Vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble ce second épisode de House of the Dragon. J'espère que vous êtes bien installés et que vous avez vu l'épisode parce qu'on va spoiler. Et oui, première surprise ce matin à 3h quand j'allume ma télé, il y a un générique. Générique que j'ai trouvé un peu incompréhensible, avec de grandes rivières de sang qui semblent couler d'un grand rocher. Mais le plus intéressant, et ce qui suscite certainement le plus d'émotions de la part des gens qui ont vu Game of Thrones, c'est bien évidemment la musique, le générique. Enfin, il est de retour. Eh bien non, désolé mais je suis un peu déçu de revoir cette musique. Et effectivement, ça provoque de belles émotions, on se rappelle tous évidemment de l'âge d'or de Game of Thrones, mais le problème, c'est que je trouve que la série perd un peu de sa marque. Effectivement, comment différencier House of the Dragon et Game of Thrones si ils ont le même générique ? Évidemment, je ne parle pas d'image, parce que là on est sur quelque chose de complètement différent, et si vous avez compris quelque chose au générique, je veux bien que vous m'expliquiez parce que moi j'ai pas vraiment compris. En attendant, voilà, je trouve que la série perd un peu de son identité en recyclant le thème musical, mais voilà, j'aime quand même. L'épisode s'ouvre donc sur la scène éloquente d'un naufrage et des survivants qui se font massacrer. Et pour trouver l'identité de ces mystérieuses personnes qui semblent massacrer des gens sur des plages, il ne faut pas aller bien loin. Effectivement, épisode 1, Corlys Velaryon nous prévenait, dès les premières minutes de l'épisode, d'une menace pirate, avec à leur tête le fameux gaveur de crabes. Et cette scène est une belle mise en avant du conflit qui va ravager les degrés des pierres. Vous savez, ce petit coin de Westeros qu'on appelait avant le bras et qui en fait a été détruit par la magie des premiers hommes il y a de cela des milliers d'années. Oui, je vous avoue que moi aussi j'aimerais bien en savoir un peu plus, mais bon, la seule série qui avait l'air d'en parler a été annulée. Et donc, malgré les avertissements du serpent de mer Corlys Velaryon, la cour ne semble pas vraiment prendre cet événement au sérieux. Effectivement, le roi Viserys semble avoir à envoyer des émissaires dans les cités libres, mais ça ne semble pas vraiment régler la question. Du moins pour Corlys Velaryon, qui semble assez agacé. Non, évidemment la cour, il faut qu'il parle de sujets bien plus importants que ça, comme la nomination d'un nouveau garde royal. Effectivement, cet ordre de chevaliers qui protège le roi depuis le règne d'Aegon le Conquérant doit toujours posséder 7 membres. Et maintenant que l'un des membres est décédé, le conseil doit trouver son successeur. C'est alors que la main du roi et la princesse héritière Rhaenyra décident de choisir Sir Criston Cole. Sir Criston Cole que nous avions déjà croisé dans l'épisode 1 et qui avait remporté le tournoi face à Daemon Targaryen il y a 6 mois de cela. Et effectivement, 6 mois c'est très long, et après ces 6 mois d'ellipse, on note beaucoup de changements. Tout d'abord, Daemon, qui était alors, jusqu'à nouvel ordre, banni de la capitale, a trouvé refuge à Pendragon, le siège ancestral de la maison Targaryen. Là-bas, il y a élu domicile avec son dragon Caraxès et sa maîtresse, Mysaria. Tandis que son frère Viserys, lui, s'éloigne toujours un peu plus pour se rapprocher de Alicent Hightower, la fille de Otto, la main du roi. Le roi, lui-même qui semble bien plus proche de la jeune Hightower que de sa propre fille Rhaenyra. En effet, depuis le décès de Aemma, la reine, ils n'ont que très peu échangé, et c'est à peine s'ils s'adressent la parole. C'est alors que Alicent a un peu le champ libre pour faire ce qu'elle veut avec le roi. Effectivement, elle le visite très souvent le soir à la demande de son père, la main du roi. Des visites qui semblent tout à fait anodines pour le roi, mais qui en fait cachent une véritable manipulation de la part des Hightower. En effet, en ces quelques mois, Alicent s'est beaucoup rapprochée du roi, jusqu'à développer une sorte d'attirance malsaine à sens unique du roi pour Alicent. Plus tard, Alicent et Rhaenyra se retrouvent dans le grand septuaire afin d'y prier. Alicent se confie alors une nouvelle fois sur sa mère en confiant à Rhaenyra que souvent elle vient prier pour elle, pour trouver un peu de réconfort à ses côtés. Et sortons quelques instants du scénario pour parler un peu de ce grand septuaire. Alors personnellement, ça reste mon avis, mais je le trouve assez moche, et très mal incrusté d'ailleurs. Ce qui fait un peu tâche avec tous les autres décors qui sont faits main. Et d'ailleurs, ce septuaire, il n'est pas censé exister en fait. Et oui, le grand septuaire de Baelor, construit par Baelor
n'a été achevé qu'en 644 après la conquête. Alors oui, il y avait bien une chapelle souterraine, mais rien de comparable avec cet immense édifice qu'on peut voir de loin. Donc j'ai l'impression que c'est un petit anachronisme. Enfin, si vous connaissez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires, je lirai ça avec attention. Après cela, Viserys, Rhaenys et Corlys, Velaryon, discutent dans les jardins. Et après quelques phrases échangées sur le destin des degrés de pierre et l'attaque des pirates sur les bateaux westriens, on constate facilement à quel point le roi est influençable, et qu'il n'est qu'une sorte de girouette manipulée par ses conseillers un à un, ce qu'avait d'ailleurs souligné Daemon dans l'épisode d'avant. Vient ensuite les intrigues des Velaryon pour lier le roi à Laena, la fille de Corlys, et qui est déjà, à 12 ans, une victime collatérale des complots et des intrigues qui gangrènent le royaume. Mais intéressons-nous plutôt à Viserys. Le roi, malgré le fait qu'il répète très souvent qu'il aimait infiniment son épouse, semble plutôt intéressé par le fait de visiter de nouveaux palais. Et je ne parle pas de Père Dragon, hein. Effectivement, plus les scènes avancent, plus le désir du roi pour Alicent semble grand. Nous pouvons faire aussi un petit zoom sur les blessures du roi qui semblent se multiplier. En effet, la plaie héritée de son altercation avec Daemon alors qu'il était sur le trône de fer semble avoir empiré. Et le grand maître, afin d'endiguer l'infection, se voit obligé de le traiter au ver. Viserys, incertain, semble chercher l'avis de son conseil sur son mariage avec Laena. Partout, on lui suggère d'accepter, mais il est clair que Viserys n'en a nullement envie. Un fait qui est remarqué par Otto, qui semble compatir vraiment au chagrin du roi, mais qui, on le devine assez bien, espère réellement voir le roi se marier avec sa fille Alicent. Passons ensuite sur la promenade du roi et de Laena, qui est assez intéressante. Mais alors tout, dans le non-verbal du roi, suggère qu'il préférerait être partout sauf ici, en affichant clairement son désintérêt pour Laena. Alors qu'en bas, la discussion entre Laena et Viserys semble être plus qu'intéressante, intéressons-nous plutôt à la discussion qui a lieu au même moment entre Rhaenys et Rhaenyra. En effet, l'attitude de Rhaenyra, autant gestuelle que verbale, me fait énormément penser à Cersei. Cette arrogance, ce passif agressif, j'ai l'impression de retrouver la reine Lannister, et ça me fait plaisir. En effet, à travers le visage relevé et les épaules droites, la jeune princesse essaye de faire figure d'autorité face à son aîné, au contraire de son regard qui semble fuyant et troublé. En effet, dans cette première discussion entre Rhaenys et Rhaenyra, on peut noter la folle ressemblance entre la reine qui ne l'a jamais été et celle qui est appelée à le devenir. Malgré tout, avant qu'Otto ne parte pour Père Dragon afin de faire face à Daemon, Alicent semble obligée par son père d'encore une fois aller voir le roi dans ses appartements. J'aimerais aussi en passant notifier une vraie intelligence politique de la part de Alicent, qui connaît sans doute le désir du roi pour elle, et qui en joue pour se mettre subtilement devant sa rivale directe, Laena, tout en tentant de vamper le roi en jouant sur les faiblesses et les cordes sensibles de Viserys en lui offrant une figurine de dragon qu'il avait cassée pendant l'un de leurs précédents échanges. S'il y a un moment très riche en tensions dramatiques, c'est bien le duel entre Otto et Daemon sur le pont de Père Dragon. La scène est magnifique, les effets spéciaux sont tout simplement bluffants et pour une fois, les incrustations sont bien faites. On remercie le brouillard qui doit sûrement aider. S'ensuit alors une discussion tendue entre la main du roi et Daemon. Et ce que je peux relever sur cet affrontement, c'est la haine viscérale qui anime ces deux protagonistes. Mais alors que la situation est sur le point de dégénérer, Rhaenyra, montant Syrax, fend les cieux et vient sauver la main du roi d'un funeste destin. Et alors que Rhaenyra descend de sa monture et fait face à son oncle, on voit dans les yeux de Otto toute son impuissance. Il peut mener des joutes politiques et verbales, mais il ne peut rien faire contre la puissance des dragons. Ensuite, passons rapidement à la discussion entre Miss Arya et Daemon dans la salle, la fameuse salle de Père Dragon. La fameuse salle de Père Dragon qui normalement possède une carte grandeur nature de Westeros sur une grande table, mais qui semble s'être envolée. Mais pour en revenir à Miss Arya, nous avons enfin un développement intéressant de son personnage. Effectivement, son personnage tranche radicalement avec ce que nous propose la série en termes de personnage depuis le début. Et oui, parce que Miss Arya, c'est la fille du bordel, celle qui a été vendue, celle qui ne se sent pas en sécurité, celle qui est impuissante. C'était très intéressant de découvrir cette facette de Daemon où on savait qu'il pouvait être doux
et parfois sincère, mais là on le découvre aussi protecteur avec les personnes qu'il aime. Alors oui, je suis peut-être un peu déçu de ne pas voir plus de Daemon dans cet épisode, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'il y en aura après. Dans la scène suivante, on voit un Viserys fatigué triturer une nouvelle fois la pièce que lui a offerte Alicent, avant que le roi ne se lève et aille s'enquérir du conseil du maître des lois, qui, aux grandes dames de Viserys, appuie la proposition de mariage de Laena, tandis que Viserys n'aura de cesse de remettre en question la demande de Corlys. On sent de plus en plus Viserys acculé par tous les membres de son conseil qui lui conseillent de se marier à Laena, alors que pour lui, le choix semble déjà fait. Mais ce n'est pas tout, le roi apprend alors que Rhaenyra revient de Pendragon. Une discussion s'engage alors entre Rhaenyra et le roi. Viserys, qui adopte au début un rôle de père qui semble un peu engueuler sa fille quand elle a fait une bêtise, cédera vite et changera d'attitude quand il remarquera la posture et la dignité de Rhaenyra, qui semble enfin assumer son rôle de princesse héritière et qui affiche clairement sa fierté d'avoir pris cette décision. Ce qui semble être un tournant pour Viserys, dont l'attitude change du tout au tout devant sa détermination. S'ensuit alors une discussion touchante entre père et fille qui parviennent enfin à se trouver et à se parler, ainsi qu'à l'acceptation sincère de Rhaenyra de voir son père se marier à nouveau. Un mariage annoncé en grande pompe lors d'un conseil restreint, où Viserys choisira Alicent et les Hightower au détriment de Corlys et des Velaryon. Insulté, Corlys claquera rapidement la porte, suivi de Rhaenyra qui ne peut pas contenir ses émotions face à cette nouvelle. La dernière scène de cet épisode nous laisse donc devant la discussion de Corlys et de Daemon. Une discussion où l'on sent Corlys tentant de ramener le prince Daemon vers lui, tout en dénigrant le roi et ses fastueuses fêtes, tandis que Daemon, sensible à certains arguments et d'autres non, à laquelle va suivre une alliance de circonstances entre le prince de Pendragon et le sire de la Marque. Un épisode globalement satisfaisant où on ralentit le rythme par rapport au premier épisode, qui lui se voulait énergique et démonstratif. Ce second épisode prend le temps de développer la relation entre Viserys et Alicent, au centre des intrigues politiques où viennent s'ajouter les Velaryon, qui sautent sur l'occasion pour se tailler une part du gâteau. Des Velaryon qu'on a pu découvrir dans cet épisode avec de sympathiques dialogues, comme celui entre Rhaenys et Rhaenyra, ou encore Corlys et Daemon. Le lore autour de la maison est très bien amené, et on comprend aisément que c'est l'une des familles les plus puissantes de Westeros, et que la place de Corlys au conseil restreint est amplement méritée. Un épisode donc un peu moins marqué par les Targaryens, mais plus par les Velaryon et les Hightower, tandis que de subtiles intrigues sont plantées ça et là, comme la menace du gaveur de crabes, la tension entre Daemon et Viserys, le destin de Mysaria ou encore la relation ambiguë entre Alicent et Rhaenyra, alors qu'au contraire certaines sont approfondies, telles que cette ambiguïté entre Rhaenyra et Daemon, qui, confronté à elle sur le chemin de Pendragon, ne pourra se résoudre à lui faire de mal, ou encore les blessures du roi, qui semblent s'aggraver un peu plus. En somme, l'épisode plus calme que le précédent semble consolider les bases de la série. Si l'aspect blabla politique pourra en rebuter certains, d'autres, comme moi, se rappelleront sûrement les heures de gloire de la saison 1 à 4 de Game of Thrones, où le jeu des trônes, ou encore les intrigues et les complots étaient à leur plus haut niveau. Malgré quelques ratés dans les fonds verts comme pendant l'épisode pilote, certains visuels comme Pendragon sont de franches réussites. Et la réalisation qui n'est pas en reste nous fait vivre Westeros comme si on y était. Alors, pour mon personnage préféré de cet épisode, alors ça va être très simple, c'est Alicent. Effectivement, j'ai adoré retracer sur les petites scènes disséminées ça et là, les petits indices sur la relation entre Alicent et le roi qui continue de grandir encore et encore. Tels que l'a été Baelish, Tyrion ou encore Cersei, Alicent a de quoi s'imposer comme elle aussi une des plus grandes joueuses du jeu des trônes. Petite mention spéciale à Corlys Velaryon qui méritait lui aussi amplement de figurer dans ce top 1. Mais étant donné que je suis certain que le prochain épisode va être très riche et très axé autour de ce personnage, je décide de garder mon top 1 sur Alicent Hightower. Pour ce qui est de mon personnage flop, et comme l'épisode 1, il n'y a pas vraiment de personnage flop pour moi. Effectivement, le niveau de la série en termes d'acting est tout simplement énorme et tous les personnages, tous sans exception,
sont bien construits et sont intéressants à suivre. Pour ma scène préférée, là il n'y a pas photo, c'est très facile de faire le choix. Évidemment, c'est la scène à Père Dragon, l'affrontement entre les deux dragons, et je parle aussi bien de Daemon et Rhaenyra que de Syrax et Caraxès, est tout simplement bluffant. La tension est là et on sait que c'est le jeu des trônes, celui qu'on aime et celui qu'on veut. Pour la scène que j'ai le moins aimée, évidemment, je pense que vous l'avez deviné, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la scène du septuaire. Je trouve vraiment le décor hideux, c'est vrai que tout est fait en images de synthèse, j'ai l'impression que les personnes qui bougent des fois en arrière-plan ne sont même pas des personnes et simplement un fond vert. Pour ce qui est de ma note sur cet épisode, pour moi, cet épisode est facilement un 9 sur 10. Là, on est totalement rentré dans du Game of Thrones, le jeu des trônes est lancé, les intrigues, les complots, toute la politique, ça, c'est du Game of Thrones. C'est un pied absolu pour les fans de Game of Thrones. Et voilà, c'est terminé pour moi. Ça a été un réel plaisir pour moi de chroniquer cet épisode et j'espère que vous avez apprécié le suivre. Si c'est le cas, vous pouvez nous aider tout simplement en vous abonnant, en lâchant un pouce bleu et un petit commentaire, ça nous aide beaucoup. Merci. Sur ce, moi je vous dis ciao!